notamment auquel Bernard, tu as participé dans les années 70, il me semble me rappeler d'une phrase importante dans l'introduction de Capitalisme et industrie culturelle, qui est notamment, qui concerne la propension des industries culturelles à intégrer les éléments idéologiques les plus contestataires, les plus marginales. Et ce que je veux dire aujourd'hui, ne sommes-nous pas finalement au parachèvement de ce processus qui fait qu'aujourd'hui, on a tout à fait réalisé la rupture avec le mouvement historique d'émancipation qui pouvait s'exprimer dans la première partie, disons, du XXe siècle. Aujourd'hui, qui dans cette salle, c'est une question que je vous pose, mais que je pose à tout le monde, qui sérieusement ici pourrait proposer l'interdiction de la publicité en France? Quel parti politique oserait soumettre aujourd'hui une proposition de ce type-là sérieusement? Voilà. Merci. Alors, je suis d'accord avec la perspective qu'ouvre Jacob Matthews. Effectivement, alors ce qu'il faut dire, la culturisation de l'économie s'accompagne d'une économisation de la culture, un renforcement de l'économisation de la culture. Ça, c'est parfaitement justifié. Je suis d'accord également pour dire que les bases de ce qui est en train de se passer, de ce qui est sans doute un tournant, enfin, c'est ce que j'ai dit, les bases n'apparaissent pas aujourd'hui comme ça, ne naissent pas comme par une génération spontanée, et qu'on en trouve des prolégomènes depuis longtemps, et en particulier dans la période que tu as indiquée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y avait à ce moment-là discussion et débat autour d'Adorno et d'Horkheimer, parce que c'était ce qu'ils ne voulaient pas voir, du moins qu'ils présentent. Puisqu'ils avaient une vision de l'art qui était en quelque sorte figée. Mais auquel il y a des bases antérieures, il y a une montée en puissance, mais il me semble que ce qui se passe avec le syntagme d'industrie créative, qui n'est pas forcément d'ailleurs d'ordre industriel, ce qui se passe avec ce syntagme-là, c'est un renforcement. Et comme je l'ai indiqué, ça a été pris en compte au niveau... Enfin, c'est pas quelque chose de banal. Une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est pas fait comme ça. C'est le résultat d'un long processus de discussion. C'est une mobilisation mondiale, d'une certaine façon. Ça équivaut à mettre un petit peu de l'ordre, à dépasser ce qui restait fortement ambigu dans la Convention de 2005 sur la diversité culturelle, par exemple. Ça équivaut à aller au-delà des deux sommets mondiaux sur la société de l'information, qui étaient, pour dire les choses hâtivement, techno. Essentiellement, d'ailleurs, à l'initiative de l'Union internationale des télécoms, autrement dit, pour lequel le problème de l'économisation de la culture ou de la culturalisation de l'économie était absolument pas posé. Donc, moi, je pense qu'il faut... peut-être as-tu raison de soulever la question, et ça contribuera à ce que chacun d'entre nous se posera régulièrement la question pour voir ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que les mutations fondamentales, et si c'est vrai, c'est une mutation mondiale, alors que le monde est pluripolaire. Enfin, aujourd'hui, il n'est pas... Ces mutations se produisent souvent sans qu'elles s'annoncent, sans qu'elles se présentent de façon visible, facilement perceptible. J'ai tendance à penser ça, c'est pour ça que j'ai répondu à la question, oui, ça me semble un tournant, même si je suis évidemment sensible aux arguments de Jean-Guy Lacroix,
lorsqu'il dit que ça repose, disons que ça repose sur un concept flou. Mais les concepts flous, ou les non-concepts, enfin ce qui n'est pas des concepts, parfois peuvent être des moteurs historiques. Mais il faudrait quand même distinguer la culturisation de l'économie, l'économisation de la culture, de la problématique des industries créatives. Oui. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Ce n'est certainement pas de C'est cette raison qui fait que l'ONU a adopté une résolution pour dire qu'il y avait un lien entre la culture et l'économie. Ces problématiques-là existent depuis quand même, ils sont bien antérieurs à la problématique des industries créatives. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, les industries créatives participent de ce mouvement de culturisation. C'est la forme qu'elles prennent aujourd'hui. Non, c'est ça, mais on ne peut pas l'attribuer à la problématique elle-même, comme s'il y avait... Oui, mais c'est plus facile de parler d'industrie créative au niveau comme ça que de parler de culturisation de l'économie et d'économisation de la culture, si tu veux. Voilà ce qui est en train de se passer. Jean-Yves ? Comment pouvez-vous parler d'une culturisation de l'économie ou de la réalité internationale alors qu'on vit plutôt une uniformisation générale sur l'ensemble de la planète des façons de penser et d'interpréter le rapport à l'économie, aux politiques, aux sociales? Je ne vous comprends pas. Oui, Pierre? J'avais un commentaire à faire et ensuite trois petites questions sur les contributions qui ont été présentées. Le commentaire, c'est pour dire qu'il me semble qu'on a pas mal évolué depuis le début du colloque. Au début du colloque, on s'interrogeait sur ce qu'il y avait de nouveau, en quoi la question des industries créatives représentait quelque chose de nouveau par rapport au reste. Maintenant, aujourd'hui, on se pose la question de savoir en quoi nos approches de la question des industries créatives sont nouvelles. Je trouve qu'on a fait un gros pas, un gros progrès, encore un effort, et on sera bientôt dans le sujet. 5 minutes. Et j'ajouterai à l'intention de Gaëtan que, bon, je n'étais pas à l'origine des travaux sur les industries culturelles, mais il me semble qu'il y a quand même plus aujourd'hui de préoccupations, de revues qui se créent, comme l'a dit d'ailleurs Pierre-Jean, de colloques qui se tiennent sur la question des industries créatives que sur celle des industries culturelles. J'ajouterai d'ailleurs que le grand problème auquel nous allons être confrontés maintenant, c'est de savoir comment nos différentes approches, en économie, en sociologie, en géographie, en sciences de l'information et de la communication, en psychologie, les psychologues dont parlait Jean-Guy tout à l'heure, qui restent actifs sur la question de la créativité des industries créatives, les géographes sur la question des territoires créatifs, ils sont drôlement actifs, et les gens de l'esthétique, du côté du design, ils organisent plein de manifestations. C'est la question qui va nous être posée, c'est de savoir comment on s'articule par rapport à eux, quelles contributions spécifiques nous on peut apporter. Ça c'était mon commentaire. Maintenant, trois questions techniques. Enfin, il y en a une qui est un peu polémique, je ne le cache pas. D'abord, pour BP, je vois bien, BP, tu as parlé de la culture des fans, en somme. Hein, mais quelle est la différence entre cette socialité restreinte que représente le fan, le club de fans, et la société élargie que représentait la programmation en fonction des attentes des spectateurs? Est-ce que, par exemple, les chaînes sportives, Paris Saint-Germain, est-ce que, à une échelle beaucoup plus large, elles n'avaient pas le même type de relation? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pour Gilles. Gilles, je trouve tes données tout à fait intéressantes et même renversantes, à certains égards. Mais il y a un biais, ou alors j'ai pas bien compris, qui est cet oubli du numérique. Parce que dans la mesure où une grande partie des pratiques culturelles passent au numérique et que tu ne les prends pas en compte, est-ce que tu ne manques pas là un phénomène important? Et puis, troisième question, j'aimerais savoir si nos deux sociologues n'ont jamais entendu parler des prophéties autoréalisatrices. Certainement que j'ai entendu parler de Cassandre, qui a été condamné à ne jamais être cru. Oui. Oui, la différence entre les fans d'une équipe de football et les fans d'une série,
c'est d'abord que leur, disons, lien, c'est sur les contenus culturels, et deuxième chose, leur activité de manipulation des contenus de la série, c'est une activité créative. Ils participent à les industries créatives. Et troisième chose... Mais on te dira toujours qu'un club de football joue mieux s'il est soutenu par son public. Oui, mais la différence entre les fans d'une équipe de football et les fans d'une série, c'est dans les contenus et dans la consommation. Et deuxième chose, les fans représentent un changement important dans le public en général de la télévision, qui c'est pas seulement pour eux, mais en général, vous avez écouté sûrement parler de la consommation sur le double écran de la télévision. Le grand changement d'Internet, c'est que traditionnellement, le public de la presse, le public de la télévision, c'était une masse d'individus qui ne communiquaient pas entre autres. Si, au niveau familial, au niveau des petits amis. Internet transforme le public en communauté. Et ça, c'est le grand changement. Parce qu'à ce moment-là, au niveau économique, tu peux exploiter cette chose. Mais pas seulement au niveau économique, au niveau de l'interprétation des contenus de télévision, au niveau des habitudes, au niveau des liens sociaux, etc. Et ça, je trouve que c'est le vrai grand changement de Internet en rapport à la consommation des moyens de communication de masse. Gilles, veux-tu commenter? Oui. Alors rapidement, il faut comprendre que les méthodologies d'études d'emploi du temps consistent encore une fois à recomposer les 24 heures d'une personne. Alors quand une personne est au travail et qu'elle utilise son ordinateur, c'est l'activité de travail qui prédomine. De sorte que, j'en ai parlé en conclusion, il y a des choses qu'on mesure plus mal et l'utilisation du numérique, c'est classé dans les activités hors travail, puis hors sommeil, hors éducation et tout et tout. Et en ce sens-là, quand tu calcules le temps qu'on consacre à regarder la télévision, le cinéma et tout, le numérique, finalement, ne prend pas tant d'espace que ça. En gros, par exemple, tu vois, la télévision, disons, au Canada, c'est 18 heures par semaine, le numérique en moyenne. Le numérique, c'est 2 heures par semaine. Maintenant, les utilisateurs du numérique, le jour de l'enquête, eux, c'est 10 heures par semaine, cette fois-là, naturellement. Et c'est ça que j'ai dit. Il y a une partie, par exemple, le déclin des pratiques en amateur, le déclin de certaines sorties peut s'expliquer par des transferts vers l'utilisation du numérique, mais peut-être pas tant que ça encore, parce que finalement, hors travail, à naviguer sur le net, prendre ton courrier électronique, c'est pas 24 heures dans la journée, c'est quand même à peine quelques heures par jour en moyenne. Donc c'est un petit peu le biais de la méthodologie, mais qui donne quand même... on passe plus de temps à travailler, à dormir, à manger, etc., qu'à naviguer sur le net. Il ne faut pas non plus en remettre tant que ça. La provocation, cher Pierre Meuglin, sur les prophéties autoréalisatrices. Oui, il y en a en ce qui concerne la création. Les Allemands, durant la dernière guerre, ont décidé de produire des armes de terreur. Ils ont mis toute une classe de scientifiques dans cette production-là, ils les ont produites. Le next step dans l'histoire de l'humanité, c'est les Américains qui décident d'aller sur la Lune, puis que les Canadiens annoncent qu'on va y aller dans 10 ans, ils ont été dans 9 ans. Encore une fois, on se retrouve devant la mise en œuvre de toute une série de personnes qui vont travailler de façon créative et imaginative à quelque chose. Mais par contre, on n'a pas de prescription. En fait, l'objet est donné, mais il y avait toute une série de gens qui s'intéressaient en termes d'ingénierie, des propulseurs, développement des systèmes informatiques nécessaires, des guidages, etc. Mais tu te retrouves devant la même équation. Tu ne produis pas collectivement la créativité. Tu ne peux pas la produire. La seule façon de la produire, dans une prédictibilité donnée, c'est d'en faire un projet organisé et de mobiliser un ensemble de gens et de mobiliser leurs facultés créatrices. Tant qu'à la créativité, de la façon dont on est en train de la concevoir, etc., c'est billevesé. Ce n'est pas de la vraie créativité. Créer en faisant pareil comme ce qu'on est en train de vous montrer,
on est en train de se mettre le doigt dans l'œil. C'est pas de la créativité, ce n'est qu'un faux semblant, c'est un leitmotiv pour égarer sur quelque chose d'autre. Je ne dis pas que c'est important pour l'humanité de devenir davantage créatrice, parce que c'est ça qui nous caractérise. Sauf que c'est pas sur le mode industriel et c'est pas par ce qu'on pense faire, c'est pas par des cités créatrices. Ça me fait rigoler, les cités créatrices. Ils font une rénovation dans un secteur qu'on dit que c'est de la création. Bien, le jour où il y aura 45% davantage de création qui se fait suite à la rénovation d'un secteur, un secteur urbain, bien là, je commencerai à me poser des questions. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas vrai que ça se passe. Donc, on est en train de se mentir à nous autres mêmes. Bon, Bernard, un bref commentaire. Tu ne m'as pas demandé la parole? Je croyais que tu avais demandé la parole. Alors, il me reste à dire un dernier mot conclusif. Vous voyez, le débat n'est pas tout à fait clos ni terminé, que nous restons sur certaines questions importantes, et je crois que c'est normal et c'est sain, et que c'est un résultat positif d'un colloque que d'animer les débats, les discussions. Et nous repartons avec non seulement de l'information, non seulement la satisfaction des échanges, mais encore de grandes questions à creuser. Il me reste à remercier les organisateurs de ce colloque, Philippe Bouquillon, à remercier la MSH pour son appui, la MSH de Paris-Nord, et à remercier aussi les techniciens qui nous ont accompagnés pendant ces 3 jours, qui nous ont offert des facilités tellement efficaces qu'on ne s'en est pas rendu compte, donc c'est bon signe, et de nous avoir accueillis dans ces lieux rénovés, très, très jolis, très agréables, et auxquels nous souhaitons un franc succès. Merci à tous, merci de votre participation. Merci.